Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un point lecture, je vais vous présenter 4 lectures, dont une que j'ai lue il y a fort longtemps, il y a bien 15 jours, 3 semaines, parce que je crois que ça a été une des premières lectures qui m'ont accompagnée au mois de janvier, donc je vous propose d'y aller dès maintenant, pour éviter que la vidéo ne dure des plombes. Donc, j'ai lu, dans le cadre du PLIB 2021, Carne de Julia Richard, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Alors, c'est... voilà, je vais vous rapprocher de la caméra. Voilà. C'est un emballage de barbac. Vous avez un steak et ce qui ressemble peu ou prou à une oreille. Ce qui même pas ressemble peu ou prou, c'est une oreille. Parce que le thème de Carne, c'est on y rencontre un homme, père de famille, propre sur lui, il a un boulot, il a 2 enfants, un chien, une femme, une belle maison, bref, tout va bien, sauf que le dit monsieur, je crois, soit c'est Simon son prénom, non, sauf que Simon s'est pris d'une passion dévorante, jeu de mots, d'une passion dévorante pour la chair humaine. Du jour au lendemain, il est devenu zombie, et pas le zombie comme ça, mais il a des envies irrépressibles de manger de la chair fraîche, que ce soit humain, tout ce qui lui tombe sous les crocs, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, du jour au lendemain, il a cette envie de bouffer de la viande. Et alors, la construction de ce roman, elle est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire, parce que les chapitres sont dans le désordre. Donc du coup, on alterne un peu présent, passé, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus dans quel état on est, bref. Mais on arrive quand même, alors si au début c'est un petit peu déroutant, on arrive quand même à suivre le fil. Et ce qui est très intelligent quand même dans ce roman, c'est qu'on a quand même une version zombie qui est totalement à l'opposé des films d'horreur, des séries horreur à la Walking Dead sur les zombies. Parce que dans Walking Dead, les zombies c'est... Je fais bien le zombie quand même, vous remarquerez. Je pense que je vais pouvoir me recycler dans une carrière d'actrice en mode zombie. Mais là, en l'occurrence, on a tout ce que ressent le zombie quand il a des envies, quand il a des pulsions. Et là, il est parfaitement conscient de ses pulsions. Parce que, quand il voit sa femme passer, il voit sa fille passer, il voit son fils, et s'il se contient pas, il leur saute dessus et il les bouffe tout cru. Donc on a quand même toute cette psychologie, toute cette détresse, parce que c'est une détresse pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, mais il faut absolument qu'il aille assouvir ce besoin. Et dans tout le roman, après, il n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est un pseudo-virus, un espèce de virus qui contamine un certain nombre de personnes. Alors, bien évidemment, les anti-zombies vont se mettre en route. Va y avoir conflit. Bref, c'est un roman très intelligent. J'avoue qu'au début, je savais pas trop quoi penser du personnage de Simon. Il me semblait un peu antipathique quand même, le garçon. Et puis finalement, je me suis attachée à lui. Pas trop quand même, parce que j'avais pas envie qu'il me bouffe. Mais voilà, c'est vraiment j'avais un peu d'empathie quand même. Je le plaignais, parce que c'est pas marrant d'avoir envie de bouffer ses proches, quoi. C'était vraiment, mais c'est vraiment très très bien pensé, c'est très intelligent. J'espère que ce roman sera parmi les 5 finalistes du PLIB, parce que franchement, il a toute sa place, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup ri. Il y a des scènes gore quand même, gore, sanglantes,
à pas mettre entre toutes les mains. Mais voilà, puis il y a des petites des allusions, des petites subtilités. Voilà, c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes, mais voilà, c'est un roman à lire. Par contre, je vous le dis tout de suite, peut-être que vous n'aurez pas une grosse envie de barbac hein, après avoir lu ce roman. Hein. Moi, j'avoue que j'ai attendu quelques jours avant de remanger. Hein. Voilà. Alors, je suis déjà pas une grosse mangeuse de viande, mais bon, là, j'ai attendu un petit peu quand même, hein, parce que c'était pas. Voilà. Je ne suis pas devenue végétarienne, je n'ai pas eu des envies de devenir végétarienne, mais j'ai laissé un petit peu tomber la viande rouge pendant un moment. Ah, voilà. Mais sinon, c'est très très bien fait. Je vous recommande vivement la lecture de ce roman original, intelligent, sur les zombies. Hein. On a quand même une autre facette moins sanguinolente, moins horrifique des zombies, et c'est vraiment très très bien fait, c'est très bien écrit, et je vous recommande vivement la lecture de ce roman. Euh, Autre roman que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, c'est L'Audit du vivant de Denis Drummond, paru aux éditions du Cherche-Midi. Alors ici, on est dans un récit, dans une épopée. C'est une épopée, une odyssée, on va dire une odyssée, qui se déroule sur plusieurs années. Tout commence au Japon, où il y a un séisme qui va mettre au jour un site archéologique qui va être une nécropole, et du coup, plusieurs scientifiques, plusieurs archéologues, dont Sandra Blay, qui est paléogénéticienne, va se rendre sur les lieux, du coup, pour étudier cette fameuse nécropole, et elle va être accompagnée de son petit garçon Tom, qui est autiste. Et donc, sur plusieurs années, on va suivre les découvertes et les aventures de cette équipe de scientifiques, de cette femme et de son petit garçon qui vont vivre pendant plusieurs années au Japon, qui vont s'imprégner de la culture japonaise, notamment Tom, son petit garçon, qui va être très sensible à cette culture. Et le récit est construit en 6 parties. Vous avez la première partie, le récit en lui-même. Vous avez une deuxième partie consacrée à des articles, des chroniques, des articles de presse scientifiques. Vous avez le journal de Sandra, avec son propre point de vue à elle sur ce qu'elle ressent, sur ses découvertes, sur son fils. Vous avez le journal de Tom, et vous avez le journal du fameux vivant. Alors je ne vous dis pas qui c'est, mais on a son journal, et c'est toujours la dernière partie. Et donc, du coup, on voit pendant toutes ces années la bataille entre la communauté internationale politique et la communauté internationale scientifique qui vont se bouffer le nez pour pouvoir récupérer toutes les retombées de ces découvertes. Parce que la découverte de cette nécropole va remettre complètement en cause tout ce que l'on sait sur le début de l'homme sur Terre. Néandertal, le paléolithique, tout ce qu'on connaît, tout a été chamboulé, tout va être remis en cause par cette découverte. Et donc, du coup, les scientifiques et les politiques veulent forcément tirer la couverture à eux, et ce qui ne va pas être sans poser quelques soucis sur le site archéologique. Et donc, on suit toute cette épopée pendant plusieurs dizaines d'années. Et alors, faut pas s'attendre à de l'action tambour battant. C'est pas un page turner. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est un récit très lent qui prend son temps. Il n'y a pas ou très très peu de dialogue. Et encore, je crois que non, il n'y a pas du tout de dialogue. Donc, vous attendez pas non plus à un récit haletant. C'est sur la longueur. Vous avez voilà une ambiance zen dans tout ce roman. Et voilà, on apprend énormément de choses au niveau scientifique, au niveau historique, et aussi sur la culture japonaise, sur le théâtre de nous. Moi, franchement, j'y connaissais absolument rien, et j'ai appris énormément de choses dans ce récit. Et je crois que le personnage de Tom est celui qui évolue le plus dans ce roman. Parce que quand il arrive, il a une dizaine d'années, il est autiste. Et à la fin, dans son journal, on voit son évolution, on voit qu'il s'ouvre un peu plus à l'extérieur grâce au théâtre de No, grâce à la culture japonaise, grâce à l'art japonais. Et ça l'aide beaucoup à avancer. Alors, par moment, de la façon dont c'est écrit, on a
on peut croire qu'il est guéri, mais voilà, on ne guérit pas de l'autisme, hein, on vit avec. Et voilà, je pense peut-être une maladresse, je ne sais pas, peut-être moi qui l'ai compris comme ça, mais en tout cas, c'est quand même le personnage qui évolue le plus. Donc si vous êtes féru de culture japonaise, d'ambiance zen, de découverte scientifique, allez-y, lisez-le. Alors, par contre, ne vous attendez pas à avoir un Patch Turner entre les mains. Voilà, c'est une lecture qui se savoure, qui se déguste et qui vous emmène vers un état de zénitude accompli. Autre roman que j'ai lu dernièrement, il s'agit du Dernier dragon sur Terre d'Eowyn Colfer, publié aux éditions Pygmalion. Si le nom vous dit quelque chose, c'est l'auteur d'Artemis Fowl, de la série jeunesse dont Disney Plus a fait une adaptation en film. Ici, on retrouve l'auteur dans son premier roman de fantasy adulte. Donc, de quoi que ça cause on a donc un dragon qui s'appelle Verne et qui vit au fin fond du bayou, avachi sur son canapé, en buvant de la vodka. C'est de la vodka ou de la tequila qu'il boit? Non, de la vodka. En sifflant des verres de vodka et en s'abreuvant de Netflix à longueur de journée. Donc vous me direz, bon, voilà, c'est pas banal quand même pour un dragon, vous me direz. Mais donc voilà, c'est le postulat de départ. Il vit une vie bien tranquille, bien loin des humains. Le seul contact qu'il ait, c'est son ami Waymax, qui le fournit en vodka et autres produits de première nécessité. Et son quotidien bien tranquille va être complètement bouleversé par l'arrivée inopinée d'un jeune garçon qui s'appelle Squib. Traduction de l'anglais littéral, Squib veut dire pétard mouillé, ce qui vous résume à peu près la vie de ce pauvre garçon, hein, qui se résume à être un pétard mouillé. Il vit de plusieurs petits boulots, de petites combines plus ou moins légales, pour arriver à joindre les deux bouts et arriver à vivre correctement avec sa maman qui s'use sang et eau à l'hôpital où elle est infirmière. Ajoutez à cela un constable, l'équivalent d'un shérif, hein, du chef de la police du coin, qui a des vues sur la maman de Squib et qui voudrait bien éliminer Squib de l'équation pour pouvoir avoir les coups des franches avec sa mère. Donc ce fameux constable essaie par tous les moyens de faire plonger ce jeune homme et de le mettre en prison dans le meilleur des cas et dans le pire des cas de l'éliminer directement de la surface de la Terre. Donc Squib, par un hasard, va arriver dans la maison, dans le refuge de Verne et il va proposer à Verne d'être pas son esclave, mais son domestique. Et voilà comment leur relation va débuter. Ça va être une relation de dominant à dominé. Évidemment, hein, quand vous avez affaire à un dragon, vous ne faites pas le malin, vous faites ce qu'il vous demande, hein, sous peine de finir rôti comme une paupiette, ou comme une merguez, hein, c'est comme vous voulez. Mais vaut mieux faire ce qu'il dit, hein, si on veut, voilà, si on tient à sa peau. Et alors, pour un roman de fantasy, le seul élément de fantaisie qu'il y a dans ce roman, c'est le fait que Verne soit un dragon et que son ami Waymax est pas vraiment un humain. Je vous en dirai pas plus, mais ce sont les seuls éléments de fantaisie dans ce roman. Sinon, on a affaire à des humains dans le monde réel. Et alors, ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que à chaque fois qu'on dit, bah oui, bon, le constable, quand il a découvert qu'il y avait un dragon au fin fond du bayou, ça ne l'a pas choqué plus que ça. Et voilà, à chaque fois qu'on parlait de ce dragon, personne n'a eu l'idée, ne serait-ce que l'idée, de prendre ses jambes à son cou et à s'enfuir. Et ne serait-ce d'avoir peur, même pas. On ne peut plus normal, il y a un dragon qui vit dans le bayou, c'est normal. Alors après, j'ai bien aimé ce roman pour l'histoire, pour les personnages, mais surtout pour l'amitié qui se lie peu à peu entre Verne et Squib. Parce que c'était loin d'être gagné, mais il y a petit à petit une relation de confiance qui s'établit entre les deux, une relation de bienveillance.
une relation de quasi filiale. Voilà, Verne joue la figure paternelle que Squib n'a jamais eue. Et ils comptent énormément l'un pour l'autre. Et c'est voilà, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est voilà, la relation qu'il y a entre les deux. La fin, j'ai bien aimé. Mais dire que c'est un roman de fantasy pour adultes, la seule note de fantasy qu'il y a là-dedans, c'est le fait qu'il y ait un dragon. Mais voilà, faut pas vous attendre à de la magie. Voilà, il y a juste un dragon. Point. Mais franchement, mais j'ai bien aimé, c'est une belle découverte. Et ne serait-ce que pour les personnages, ce roman vaut vraiment le détour. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture en date, qui est sortie le 4 février aux éditions Hugo Thriller. Et il s'agit... Alors là, j'ai pas la couverture... Voilà, j'ai pas la couverture, mais voilà, j'essaierai de vous la mettre ici. Il s'agit de Manhattan Sunset, le nouveau roman de Roy Braverman, paru donc aux éditions Hugo Thriller. Alors Roy Braverman, c'est un des nombreux alias de Yann Manouk. Yann Manouk qui est devenu un incontournable du polar et du thriller français avec sa saga Geruldelger. Donc ici, il nous revient avec un nouveau roman. Ah, voilà, de quoi que ça parle? On a, voilà, le roman s'ouvre sur une scène de crime. Le cadavre d'une petite fille est retrouvé atrocement mutilé dans une casse auto. Elle a été brûlée, enfin, elle a subi de nombreux sévices, de nombreuses tortures. Et elle est retrouvée dans une caisse auto et penchée au-dessus du corps. On a l'inspecteur Donnelly qui inspecte le corps, qui fait ses constatations. Et on a son coéquipier qui lui demande, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Sauf que Fif, son coéquipier, est mort depuis 3 semaines. Il a été abattu lors d'une opération. Et voilà, son fantôme hante Donnelly depuis ce temps-là. Et il l'accompagne sur les scènes de crime partout, ce qui va quand même générer quand même des dialogues complètement surréalistes entre les deux. Mais c'est ce qui a fait la force de ce roman. Et voilà, on ouvre voilà, ce roman sur ce postulat de départ. Donc, voilà, Donnelly mène son enquête avec sa nouvelle coéquipière et son boulet, hein, son fantôme qui le suit tout le temps. Et ils vont enquêter. Et parallèlement à ça, on va avoir très vite un deuxième meurtre en la personne dont la victime n'est autre que l'ex-femme de Donnelly. Ils étaient divorcés depuis un certain temps, mais à force de creuser, il y aurait potentiellement un lien entre la mort de Pfiff, la mort de son ex-femme et un autre événement qui s'est produit quelques années auparavant. Et donc du coup, Donnelly va enquêter sur va mener ces deux enquêtes de front avec ses coéquipiers et l'aide de son coéquipier mort depuis 3 semaines. Et tout ça dans le décor de Manhattan. Ce New York et ce quartier de New York bien particulier qui est tellement bien décrit dans le roman. On a le fameux Manhattan, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans le roman, mais si vous vous situez à un certain endroit de Manhattan, vous voyez le soleil se coucher entre les gratte-ciels. C'est absolument sublime. On voit une scène dans le roman où plusieurs personnages sont assis sur un toit et voient le soleil descendre comme ça. C'est très visuel, c'est très très beau. J'aurais vraiment aimé être avec eux pour boire une bière et admirer le spectacle. Manhattan est réellement aussi un personnage indubitable de ce roman. Vous avez également la relation entre Donnelly et son ancien collègue. On a des dialogues complètement surréalistes. C'est bourré d'humour. Enfin, j'ai beaucoup rigolé en lisant leurs dialogues. Et alors la révélation, quand j'ai lu la révélation, j'ai dit merde. Et pourtant, tous les indices étaient sous mon nez, mais j'ai rien vu. C'était tellement bien emballé. Roy Braverman, c'est un
c'est un type, il a tellement, il a eu 50 000 vies, ce mec, et il- toutes les vies qu'il a vécues, bah, il s'en sert d'expérience pour nourrir ses romans. Et franchement, ça donne des romans absolument fantastiques. Là, on a un très très bon thriller avec des bons personnages, des personnages bien campés, une, une implantation d'intrigue qui est superbement décrite. Franchement, on y est. Et, euh, et l'intrigue est vraiment bien fichue. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment un des romans qui est à lire en ce début d'année. Si vous ne connaissez pas Roy Braverman, je vous encourage vivement à lire ce roman et à lire sa précédente série, euh, qui c'était une trilogie, je crois, avec Crow, euh, sur un sur un détenu sur un détenu indien sur sa cavale. Franchement, lisez aussi la série Year Old Edgar de Yann Manouk, un autre alias de cet auteur. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. On a frôlé le coup de cœur. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à lire ce roman si vous aimez les bons polars et les bons thrillers bien ficelés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ces derniers temps. Si vous avez lu aussi les romans que je vous ai présentés, je serais ravie d'échanger avec vous et de discuter de ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager sur vos différents réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.